Salut tout le monde, ici Gwen. Oui, j'ai juste changé de... Bref, vous vous y ferez. Donc, salut à tous, ici Gwen, et aujourd'hui on va parler du futur du web. Internet, vous n'ignorez sans doute pas que ça a été un gros changement pour les particuliers. Grâce à ce réseau, et un petit peu aussi grâce au Minitel français chez nous au début, la vitesse à laquelle pouvait se propager une information et le nombre de personnes auxquelles elle pouvait être accessible a été multiplié. Il est devenu beaucoup plus facile de partager ses créations, ses réflexions, son opinion, et beaucoup de choses que l'on faisait déjà avant, comme faire ses courses, sont elles aussi devenues possibles sans bouger de chez soi, en partie grâce à Internet. Bon, je dis Internet, mais c'est surtout le web qui a permis cette évolution. Création européenne, venue du CERN, le web, c'est l'ensemble des pages informatiques reliées par des liens. Grâce à ce système, Internet s'est développé de manière considérable jusqu'à être devenu aujourd'hui complètement omniprésent dans nos vies. Mais s'il y a une chose que l'on a tendance à croire, c'est que le web, ce serait un genre de gros réseau totalement immatériel, comme si les données et les informations circulaient dans l'air. Forcément, comme on peut y accéder depuis n'importe quel terminal, un ordinateur, un téléphone, c'est l'impression que ça donne. Alors qu'en réalité, le web, c'est un très grand nombre de machines, des micro-ordinateurs, tous connectés entre eux via des ondes, mais aussi et surtout des câbles. Et je ne vous l'apprends pas, mais ces câbles et ces machines ne sont pas le patrimoine de l'humanité, ils appartiennent à des gens. Ils peuvent être la propriété de l'État, mais la plupart du temps, et surtout en ce qui concerne les machines, ils sont une propriété privée, la propriété d'acteurs comme des entreprises, mais aussi bien sûr des particuliers comme vous et moi. Et ce sont tout autant les particuliers que les entreprises qui ont façonné le web et l'ont vu et fait évoluer. On a coutume de considérer qu'il y a eu un web 1.0 et un web 2.0. Le web 1.0 était un web simple, avec peu d'interactions possibles et basé sur un échange rudimentaire d'informations. Entre la fin des années 1990 et le début des années 2000, les particuliers l'ont découvert à travers les premiers moteurs de recherche comme Yahoo et Google, les premiers forums, et à cette époque, si l'on était un particulier qui souhaitait partager un contenu qu'on avait créé, il fallait globalement le faire soi-même. C'est comme ça que dès le début des années 2000, en France, ont émergé les sagas MP3, feuilletons audio amateurs créés par des personnes comme John Lang par exemple, à l'origine du donjon de Naheulbeuk. Le web 2.0, on le considère comme l'avènement du web social. C'est avec lui que des startups, qui sont ensuite devenues d'immenses entreprises, se sont développées avec pour objectif de permettre à tout le monde de partager des choses gratuitement et facilement. Ça s'est exprimé avec le partage de vidéos via YouTube, Dailymotion, Vimeo ou encore Watt, mais aussi avec le partage de sa vie via Facebook, le partage de musique via MySpace, Deezer ou plus tard Spotify, ou encore le partage d'opinions via des réseaux comme Twitter. C'est finalement ce web-là qui a fait exploser Internet chez les particuliers, et ce partout dans le monde, du fait de la simplification considérable de son fonctionnement qu'il apportait. Les interfaces étaient polissées, ergonomiques, tout le monde pouvait aller sur le web et y faire des trucs facilement. Aujourd'hui, le web 2.0, on est toujours dedans globalement, et la question qu'on peut se poser est la suivante. Qu'est-ce qui nous attend ensuite? Quelle va être l'évolution du web à l'avenir? La question est très importante parce que ce qu'on a constaté ces dernières années, et qui a toujours cours aujourd'hui, c'est une concentration du réseau. De très grandes entreprises monopolistiques ou quasi monopolistiques se sont constituées de gigantesques écosystèmes et contrôlent l'essentiel de l'accès à Internet. Ces entreprises proposent toute une galaxie de services qui invitent les gens à s'enfermer chez eux et à ne plus sortir. Et ces entreprises profitent de leur domination pour se permettre tout un tas d'abus, comme la récolte non consentie d'une quantité monstrueuse de données personnelles de leurs utilisateurs, entre autres choses. Donc ce serait faux aujourd'hui de dire qu'Internet est parfait et aurait atteint un genre d'apogée. Et j'avais envie de voir avec vous quelles étaient les possibilités d'avenir du web. Globalement, qu'est-ce qui va arriver avec le web dans les prochaines années? Comment va-t-il continuer à évoluer? Quelles sont les possibilités d'évolution? Et bien sûr, quelle est ma théorie personnelle sur celle de ces possibilités qui a le plus de chances d'arriver et comment?
Aujourd'hui, quand on parle de Web 3.0, on a tendance assez facilement à faire l'amalgame avec le Web 3, ce qui est logique puisque les tenants du second tentent eux-mêmes de se faire passer pour ceux du premier. Et puis aujourd'hui, je dois vous avouer qu'entendre un laïus sur le Web 3 me donne toujours la même impression que celui d'un témoin de Jéhovah qui ferait du digital marketing. Mais bref, le Web 3 est un web qui se veut décentralisé d'un point de vue technologique, donc où les données ne sont pas toutes sur un nombre très restreint de gigantesques data centers, mais au contraire répartis entre plein d'utilisateurs. Et les tenants du Web 3 ont un ingrédient majeur qui va vous le faire soit adorer, soit détester, la blockchain. Le truc qui fait marcher les crypto-monnaies en gros. Le système du Web 3 se veut décentralisé, mais c'est surtout une décentralisation technologique, donc ça ne veut pas dire que la gouvernance, elle aussi, est décentralisée. Il suffit pour s'en rendre compte de prendre l'exemple d'un site dont je vous avais parlé lors d'une précédente vidéo, Odysee. Odysee est une plateforme de partage de vidéos en ligne concurrente à YouTube, mais qui a la particularité de fonctionner sur la blockchain. Tout est donc décentralisé et de fait, le site proclame qu'il ne peut pas supprimer les vidéos qui sont mises en ligne dessus, mais uniquement les déréférencer. Ce qui en soi revient quasiment au même puisque tu peux quand même censurer du contenu. D'ailleurs, à la demande de la France, ils ont déréférencé des chaînes pro-russes suite au déclenchement de la guerre en Ukraine. Odysee est d'autant plus engagé dans une démarche Web3 que les vues des vidéos génèrent de la crypto-monnaie, une monnaie virtuelle qui peut ensuite être échangée, ou pas, contre de l'argent réel. Mais pour autant, bien qu'Odysee soit décentralisé du point de vue de son fonctionnement, il est totalement centralisé dans sa gestion. On y accède via un seul site, odysee.com, et les décisions sont prises par l'équipe dirigeante d'Odysee. Tiens, un exemple tout bête, mais ils ont commencé à diffuser des encarts publicitaires au milieu des vidéos normales. Genre, là, je vais sur un compte Odysee au pif et oh tiens, une pub pour leur service premium sans pub placée innocemment au milieu des vidéos du créateur. D'ailleurs, vous vous souvenez quand je vous disais qu'avant il y avait une catégorie sur leur site appelée Terrier du Lapin spécialement dédiée au conspirationnisme et qu'ils l'avaient retirée au final ? Eh ben, j'ai rien dit, parce qu'ils l'ont remise. Bien sûr, le Web3 est surtout connu pour les crypto-monnaies, les monnaies alternatives comme le Bitcoin ou l'Ether, qui sont vues comme des monnaies libres et décentralisées. D'ailleurs, certains pays, comme le Salvador, en ont fait une monnaie nationale. Je ne me prononcerai pas sur les aspects techniques parce que je ne suis pas assez calé en la matière pour le faire, loin de là, donc on va dire que l'idée est intéressante. Mais si j'en crois cet article de QZ.com, ben au final, la décentralisation est là aussi toute relative, puisque le marché devient rapidement contrôlé par de grosses entreprises qui, à défaut de contrôler les monnaies elles-mêmes, en contrôlent l'accès. D'autant que pour l'instant, l'utilisation des crypto-monnaies comme véritable monnaie pour payer des trucs est mise à mal par le fait que leur valeur est extrêmement fluctuante d'une période à l'autre. Une autre limite de l'intérêt du Web3, c'est sa consommation d'énergie colossale. Le minage des crypto-monnaies nécessite en fait énormément de ressources, et ce même si certains efforts ont été faits en la matière, surtout par l'Ether. Par exemple, l'année dernière, après que la Chine a interdit le minage des crypto-monnaies, les mineurs se sont déplacés massivement au Kazakhstan, provoquant des coupures de courant dans ce pays qui n'était pas du tout préparé à une telle demande en électricité. Donc pour l'intérêt dans la transition énergétique, pour le moment, on repassera. Alors ce serait sans doute malhonnête de rejeter en bloc tout ce que le Web3 peut apporter comme vision, mais c'est vrai que maintenant, ça fait plusieurs années que ses tenants essayent de le vendre comme le futur du web et que ça peine à grandir. Récemment, tout ce qui gravite autour du Web3 a connu un nouvel engouement grâce à un nouveau projet qui y est étroitement lié, le métavers porté notamment par Mark Zuckerberg. Le patron de Facebook a en effet décidé de miser énormément sur un monde virtuel auquel on se connecterait via des casques à réalité virtuelle et qui permettrait d'accéder à tout un tas de services directement par ce biais, que ce soit des transactions en ligne pour acheter des choses, mais aussi des jeux vidéo. Et du coup, on peut imaginer des interconnexions entre ce monde virtuel entièrement connecté et l'utilisation de monnaies elles aussi virtuelles pour mener les transactions avec des biens toujours virtuels. Cette idée, présentée comme le futur d'Internet et des réseaux sociaux, s'est toutefois heurtée à plusieurs réalités.
Déjà, le fait que c'est quand même compliqué à mettre en place technologiquement, le métavers de Meta, Horizon Worlds, n'ayant pas rencontré un grand succès pour le moment, mais aussi le fait que, là encore, ça nécessite des ressources considérables. Déjà pour fabriquer des millions de casques à réalité virtuelle, mais aussi pour héberger des dizaines de millions de personnes potentielles dans un monde virtuel complet et entièrement ouvert. Le projet paraît alors assez déconnecté de la réalité du monde. Mais ce qui est marrant, c'est que le fait que le métavers suscite un gros engouement du côté des cryptos, ça montre aussi que finalement, la décentralisation, c'est pas le plus important, parce qu'un jeu comme Horizon Worlds est évidemment totalement centralisé. De même, une seule entreprise qui crée un espace virtuel complet dans lequel tous les services se retrouvent liés, ça nous amène surtout à la suite de cette vidéo. La concentration, c'est justement le fait que le web devienne petit à petit de plus en plus concentré entre les mains d'un nombre très restreint d'acteurs. Ces acteurs sont de grandes entreprises privées, comme les GAFAM en Occident, dont la communication, très agressive, leur permettrait de capter l'intégralité des personnes qui commenceraient sur Internet. Tout le monde utiliserait leurs services et uniquement leurs services, et tout le monde en serait entièrement dépendant, tant au niveau personnel qu'au niveau professionnel. Les services de Google pour le travail collaboratif, le référencement de son activité professionnelle, le partage de vidéos, les services d'Amazon pour la vente en ligne, la littérature, ou encore les services de Microsoft pour l'infrastructure des sites et les ordinateurs. Et peut-être que ce que vous êtes en train de vous dire, c'est que c'est déjà le cas. Et bah oui, c'est déjà le cas. Aujourd'hui, pratiquement tout le monde fait ses recherches sur Google par exemple, et le développement du télétravail après la pandémie de Covid a dû pousser beaucoup de nouvelles entreprises dans les bras de Google Drive. Amazon a fait des chiffres records et avec leur capacité à livrer en un jour le produit demandé, de plus en plus de gens font appel à leurs services par réflexe et ne se voient même plus faire sans, etc., etc., etc. Maintenant, ce n'est pas encore le cas partout. Par exemple, sur le marché du livre, Amazon ne possède encore que 10% des ventes en France, très loin derrière la Fnac qui elle-même est loin d'être majoritaire dans un marché très éclaté. Mais avec la fermeture de nombreuses librairies indépendantes et les changements des habitudes suite à la pandémie, il ne serait pas surprenant que la part d'Amazon augmente et d'une manière générale que la part des grandes entreprises comme la Fnac aussi. Donc en fait, cette possibilité numéro 2, c'est tout simplement que la tendance actuelle des géants technologiques à tout concentrer entre leurs mains se confirme et augmente toujours plus. Que ces entreprises, qui font une bonne partie de leurs revenus sur la collecte de données des utilisateurs à des fins de profilage et de publicité ciblée, continuent de fleurir et renforcent leur domination. C'est ni plus ni moins le but de Meta avec le métavers. Même si clairement les débuts de Horizon Worlds n'ont pas satisfait leurs attentes, et tant mieux j'ai envie de dire, l'objectif avec des projets comme ça, c'est de tout concentrer entre leurs mains. Et bien sûr, ça s'ajoute à une collecte de données personnelles toujours plus importante. Alors certes, pas mal de personnes ont quand même pris le réflexe de refuser la collecte des données sur les sites. Mais enfin, perso, autour de moi, quand je vois des gens aller sur des sites internet, ils acceptent les cookies, je me leurre pas. Et c'est pas étonnant parce que même si la loi oblige les sites à rendre aussi facile de cliquer sur refuser que de cliquer sur accepter, quand tu fais un panneau comme ça, avec un bouton accepter bien visible et un bouton refuser transparent, et qu'en plus tu pièges les utilisateurs en remplaçant le continuer sans accepter en haut par un continuer et accepter, c'est pas très étonnant. Et au risque de déprimer ceux qui en ont quelque chose à faire, la tendance dominante que j'observe autour de moi, c'est pas tellement que les gens s'en foutent, même si un peu quand même, non, c'est plutôt un genre de résignation, en mode de toute façon on peut pas faire autrement et tant qu'on ne voit aucun changement visible dans notre vie, tant pis. C'est un peu le même phénomène qui permet à des compétitions sportives populaires de continuer à engranger des dizaines de millions de spectateurs alors qu'on sait que des milliers de migrants sont morts pour construire les stades. Mais ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas d'alternative à cette concentration toujours plus forte. Ce qui nous amène à la troisième possibilité. Le web décentralisé, on en a déjà parlé à plusieurs reprises sur cette chaîne puisqu'on a eu l'occasion d'aborder les alternatives décentralisées à certains gros réseaux sociaux tels que Mastodon ou encore Peertube. Alors, parler de décentralisation n'est en fait pas suffisant parce qu'on l'a vu, le Web 3 aussi est en soi décentralisé. Il serait donc plus juste de parler de décentralisation et d'interopérabilité.
La décentralisation, c'est le fait qu'au lieu d'avoir quelques très gros sites qui agglomèrent tout le trafic, on aurait une multitude de petits sites. Et chacun de ces sites serait interopérable, c'est-à-dire qu'on pourrait accéder au contenu du site B depuis le site A sans avoir à en bouger. C'est un peu déconnecté du web, mais c'est lié, donc imaginez par exemple qu'en utilisant Signal, vous puissiez discuter avec des gens qui utilisent Line ou WhatsApp. Alors globalement, un web décentralisé fait d'une multitude de petits sites, c'est quelque chose qui a existé. Ben oui, c'était à peu de choses près le web 1.0, avant l'arrivée massive des plateformes de réseautage social à la fin des années 2000. Et aujourd'hui, le web décentralisé, il existe toujours. Il y a des petits blogs indépendants, des plateformes alternatives. C'est juste que face aux grands réseaux sociaux, ils passent beaucoup plus sous les radars. Et c'est là que l'interopérabilité entre en jeu. Elle permet de contourner la principale faiblesse de la décentralisation, le fait qu'il y a énormément de sites. Si tous ces sites utilisent des technologies qui leur permettent de fonctionner les uns sur les autres, d'accéder au contenu de tous les sites depuis n'importe quel site, il n'y a plus d'éclatement. Et c'est exactement la solution qui est de plus en plus adoptée aujourd'hui. L'exemple le plus connu maintenant, c'est bien sûr Mastodon, l'alternative à Twitter qui a gagné des millions de membres depuis que la prise de pouvoir d'Elon Musk sur l'oiseau bleu l'a fragilisé. Mastodon est une agglomération de mini-réseaux sociaux qui utilisent tous la même technologie, ce qui leur permet de communiquer entre eux et de fonctionner comme un seul grand réseau social. Depuis mon instance Mastodon, je peux suivre des gens qui viennent de plein d'autres instances Mastodon. Et ça va même plus loin puisque Mastodon utilise une technologie appelée ActivityPub qui lui permet aussi de communiquer avec d'autres sites. Depuis Mastodon, vous pouvez rechercher et vous abonner à des comptes Peertube, l'équivalent de YouTube, à des comptes Pleroma, un autre concurrent de Twitter, ou encore à des comptes Pixelfed, l'équivalent d'Instagram, et même à des blogs WordPress. S'il y a un blog qui vous intéresse quelque part, vous pouvez le suivre dans Mastodon en entrant son URL et les nouveaux billets de blog s'afficheront directement dans votre fil Mastodon. Et d'ailleurs, l'idée est tellement intéressante que le réseau social Tumblr devrait prochainement suivre cette tendance en adoptant lui aussi le fameux protocole ActivityPub pour se fédérer à cette galaxie de petits sites interopérables connus sous le nom de faits divers ou univers fédérés. La décentralisation avec interopérabilité présente en outre tout un tas d'intérêts. Déjà, comme ce n'est pas un petit groupe de grandes entreprises qui contrôlent 90% des flux, les mauvaises décisions que pourraient prendre ces entreprises ont beaucoup moins d'impact sur la santé du réseau. Typiquement, après le rachat de Twitter par Elon Musk, ce dernier a mis en place un abonnement payant qui permettait d'avoir une icône certifiée sur son compte. Résultat, il y a eu une explosion des usurpations d'identité, dont l'exemple le plus éclatant a été celle d'une entreprise fabriquant de l'insuline dont un faux clone a fait croire que son produit phare était désormais gratuit. Tout un tas d'abrutis y ont cru et la valeur en bourse de l'entreprise s'est effondrée. Bon bah voilà, typiquement ça aurait eu beaucoup moins de chances d'arriver avec une plateforme décentralisée. Maintenant, ce n'est pas exempt de difficultés, surtout pour l'instant. Déjà, pour nous qui avons été biberonnés au web concentré, c'est assez difficile de prime abord d'avaler le fonctionnement du web décentralisé. Il faut choisir un réseau, des instances, ça peut être un peu nébuleux. Et il y a évidemment le souci des fermetures d'instances. Parce que si une instance Mastodon est gérée par une personne seule dans son garage, si la personne en a marre, ou décède, ou que son disque dur crame, toutes les données disparaissent, ce qui nécessite donc de privilégier au maximum des instances de confiance, gérées de la manière la plus professionnelle possible. Enfin, les raisons de migrer sur le web décentralisé, aujourd'hui, elles sont avant tout éthiques et politiques. Le web décentralisé ne fonctionne pas mieux que le web concentré. À l'heure actuelle, c'est même plutôt le contraire. Il fonctionne bien, il est efficace, je peux vous le dire, puisque je l'utilise énormément depuis un petit bout de temps maintenant, mais c'est vrai que c'est très difficile de sortir de la cage dorée des géants du web. D'autant plus que même eux cherchent à développer leur interopérabilité. Par exemple avec la possibilité de rejoindre de grands sites comme Twitter avec un compte Google.
Vous l'aurez compris, même si j'ai parlé du Web 3 en premier, je le vois mal être la solution d'avenir que présentent ses partisans. J'ai l'impression qu'elle ne propose pas d'alternative réelle à la concentration, car même si elle est technologiquement décentralisée, la gouvernance reste concentrée entre les mains d'un petit nombre d'acteurs. De plus, sa forte consommation d'énergie pose question à l'heure où se pose justement le problème de l'amoindrissement des ressources pour maintenir le modèle actuel en place. Et vous aurez deviné qu'à titre personnel, je suis pour la décentralisation. Néanmoins, je ne suis pas pour autant persuadé que la dite décentralisation va remplacer les géants du web, ni à court terme, ni à moyen terme. J'ai plutôt le sentiment que la guerre entre la concentration et la décentralisation, on l'a perdue il y a plus de 15 ans, parce que c'était alors difficile de proposer mieux que des réseaux sociaux ultra ergonomiques, gratuits et soutenus par des entreprises avec de gros moyens financiers. Et aujourd'hui, même si on commence à mieux la reconnaître, la décentralisation fédérée évolue plutôt en sous-marin. C'est un web qui est là et qui est utilisé par une petite niche de personnes, mais sans venir concurrencer les géants du web. Et du coup, voici ma théorie personnelle sur ce qu'il va se passer. Je ne suis pas naïf, je pense que les géants du web vont continuer de donner le tempo sur Internet dans les prochaines années. Ils sont trop bien implantés au point que dans l'esprit des gens, leurs noms se confondent avec les services qu'ils proposent. Pensez qu'en anglais, on utilise vraiment le terme to Google pour dire qu'on cherche quelque chose sur le web. Ajoutez à ça la présence des smartphones Android et iOS, technologie dominée par Google et Apple et qui contrôle la quasi-totalité du marché. Et je ne pense pas que le web décentralisé sera capable de prendre le relais par lui-même. Je ne crois pas à une soudaine prise de conscience collective des utilisateurs qui migreraient tout d'un coup en masse de Twitter vers Mastodon par exemple. En revanche, je pense que le web décentralisé doit se maintenir et continuer à rester au niveau du web des géants. Déjà parce qu'en continuant de promouvoir ces valeurs de respect des utilisateurs, on peut obtenir des débouchés politiques, comme la mise en place du règlement général pour la protection des données en Europe, mais aussi pour préparer la suite. Parce que ma théorie, c'est surtout que si les géants du web viennent à s'effondrer, ce ne sera pas parce que les gens ne voudront plus les utiliser, mais parce qu'ils pourront plus. En bref, quand les ressources ne seront tout simplement plus là, que ce soit les matériaux de construction ou la production d'énergie nécessaire à leur fonctionnement, les géants du web risquent d'en prendre un gros coup. Et c'est peut-être ça qui pourrait, à défaut de les faire disparaître, les affaiblir. Et quand ça arrivera, il faudrait que les tenants du logiciel libre soient là pour prendre le relais et populariser leurs propres alternatives. Et pourquoi pas mettre en place un web un peu plus sain.